Bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut des sciences Moody. Nous allons explorer plusieurs domaines différents des créations de Dieu. Avant de finir, je suis sûr que vous admettrez que notre Dieu est merveilleux. Le psalmiste dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Commençons par l'astronomie. Certains pensent que les étoiles ne sont que de petits points de lumière qu'on ne voit que la nuit. Mais notre Soleil est une étoile. Il nous semble différent des autres étoiles, mais c'est seulement parce que nous sommes plus près de lui. La Terre est près du Soleil. Elle fait partie de sa famille, c'est-à-dire qu'elle est une des 9 planètes qui orbitent autour du Soleil et constitue ce que nous appelons le système solaire. Mais à propos, quelle est la dimension du Soleil? Eh bien, s'il était creux, il pourrait engloutir plus d'1 million de sphères de la dimension de notre Terre. Car le Soleil est environ 1,5 million de fois plus grand que la Terre. Loin là-haut, dans l'espace céleste, il y a d'autres étoiles si grandes qu'elles font paraître notre Soleil comme une bille en comparaison. À quelle distance sont-elles? Eh bien, faisons un voyage partant de notre Soleil vers l'étoile la plus proche dans l'espace. Pour faire le voyage, nous irons à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Disons que nous commençons la randonnée le 1er janvier. À midi juste, nous quittons le Soleil et nous nous lançons dans l'espace à cette incroyable vitesse. En 8 minutes et 19 secondes, on franchit les orbites de Mercure et de Vénus et on dépasse les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil. Nous continuons et nous dépassons Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et à 17h31, nous atteignons Pluton, la dernière sentinelle de notre système solaire. Et rappelez-vous que nous avons franchi plus de 5 milliards de kilomètres. Et que c'est toujours le 1er janvier. Mais dites donc, nous allions vers la plus proche étoile et non vers les limites du système solaire. Nous n'avons même pas commencé notre voyage. Car nous devons continuer encore des jours, des semaines, des mois, et finalement, une année entière passe. Puis 2, 3, 4 ans. Et finalement, le 19 avril de la 5e année, nous atteindrons Alpha Centaure, l'étoile la plus proche dans l'espace. Mais nos télescopes ne s'arrêtent pas là. Leurs yeux inlassables ont sondé les profondeurs de l'espace à des centaines, des milliers, des millions, des centaines de millions d'années-lumière de distance. Et plus loin encore, il y a des étoiles. Il n'y a pas longtemps, les astronomes étaient incapables de concevoir quelque chose au-delà de la Voie lactée. Pour eux, c'était notre univers. C'est alors qu'une nouvelle découverte ébranla profondément le monde astronomique. Pendant des années, les télescopes avaient révélé des objets brillants appelés nébuleuses, répartis partout dans le ciel. Certaines d'entre elles, comme la nébuleuse Flamme dans la constellation d'Orion et la nébuleuse filamenteuse dans le Cygne, étaient connues pour être composées de gaz. La plupart sont en forme de spirale, et elles étaient considérées comme de grandes masses de gaz lumineux en rotation, en train de former une étoile. Cependant, une étude intense fut commencée sur la nébuleuse en spirale d'Andromède. Cela conduisit à la construction d'un magnifique télescope de 2,50 m de diamètre d'une puissance extraordinaire. On découvrit ainsi que cette nébuleuse était composée d'étoiles individuelles et qu'en réalité, c'était une autre galaxie. Cette découverte élargit ainsi les limites de nos connaissances et étendit énormément notre conception de l'univers matériel. Cette connaissance nouvelle nous permit de comprendre la structure de notre propre galaxie et nous donna enfin une explication de la Voie lactée. Notre système galactique est très semblable à la galaxie d'Andromède. Vue de profil, elle nous apparaît ainsi. La Voie lactée est simplement l'image de notre propre galaxie. Mais la nôtre n'est qu'une des galaxies. Partout dans l'espace que nous regardons, il y en a d'autres. Combien d'étoiles y a-t-il? Les astronomes nous disent qu'il y en a environ 100 milliards dans notre galaxie.
Il y a environ 100 millions de galaxies dans l'espace connu. Et l'espace connu ne représente qu'un milliardième de l'espace théorique. Ainsi, si nous voulions compter les étoiles, il nous faudrait multiplier 100 milliards par 100 millions et par 1 milliard. Cela équivaudrait à 10 milliards de milliards à la puissance 28. L'esprit humain est incapable de saisir le sens d'un tel chiffre, mais peut-être ceci vous aidera-t-il. Pensez un instant au nombre de grains de sable qui existent. Sir James Jeans nous l'a dit. Le nombre total d'étoiles dans l'univers est probablement équivalent au total des grains de sable de toutes les plages du monde. Vous vous sentez petit? Eh bien, je suppose que c'est une réaction naturelle. Après ce regard dans l'immensité de l'univers de Dieu, l'homme paraît trop petit et insignifiant pour que Dieu s'occupe de lui. Mais il y a d'autres choses à considérer. Par exemple, Dieu a dit, « Regardez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne se vêtent ni ne se nourrissent, et pourtant, en vérité, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas paré comme un seul d'entre eux. » Les pavots sont les lys des champs de Californie. Chaque année, au printemps, ils surgissent et recouvrent d'un tapis d'or toute la vallée. Notre monde est peut-être petit, mais partout autour de nous, la beauté et les soins lui sont prodigués. Le pavot est une fleur familière. Elle semble chez elle près des sommets enneigés, dans les champs du fermier, ou le long de la grande route. Souvenez-vous du verset. Regardez les lys des champs comme ils poussent. Eh bien, regardons comme ils poussent. Nous allons déclencher le réducteur de temps et réduire 4 jours et 4 nuits à moins d'une demi-minute. Le matin du premier jour, les pavots s'ouvrent et tard dans la soirée, ils se referment. Le matin suivant, ils s'ouvrent à nouveau et la nuit, ils se referment. 2 jours entiers ont passé. Le matin du 3e jour, il s'ouvre, et la nuit, il se referme. Puis au matin du 4e jour, il s'ouvre péniblement, se dessèche et meurt. Beaucoup de choses merveilleuses nous arrivent tous les jours et nous ne les voyons pas, simplement parce qu'elles se produisent trop lentement pour que nous puissions les voir. Ce n'est pas seulement la beauté que nous perdons. La plupart des secrets de la vie restent cachés jusqu'à ce qu'une caméra au ralenti nous les révèle. Vous pourriez penser que c'est le vent qui souffle les feuilles du narcisse d'avant en arrière. Mais ces images ont été prises au laboratoire et là, il n'y a pas de vent. Les feuilles, vous le voyez, poussent d'abord sur un côté, puis sur l'autre, lui donnant un mouvement balancé. Il y a une grande force dans la croissance des choses vivantes. Les efforts de cet azalée pour s'ouvrir en est un exemple. Bien que cela ne soit pas évident ici, il s'agit d'une force semblable à celle qui peut soulever un mur d'enceinte ou faire craquer les fondations d'une maison. Chaque fleur a son propre temps de croissance. Le bégonia, par exemple, est si actif qu'il est presque impossible de conserver la mise au point de la caméra quand on le filme. Le fuchsia est partout un favori des jardiniers.
Mais combien d'entre eux réalisent qu'ils poussent comme s'il avait le hoquet? Les fleurs sont différentes des êtres humains. L'hibiscus semble avoir un sens prononcé du drame, pendant qu'il se déploie d'un grand geste en une débauche de couleurs. Le cyclamen est plein d'une grâce vieillotte. Quand il s'ouvre avec une révérence, il semble rappeler les manières courtoises d'autrefois. Les plantes ne poussent pas tout le temps. Elles grandissent un peu, puis se reposent. Cette rose, par exemple, connaît une période de croissance, puis un moment de repos, une autre période de croissance et encore un moment de repos. Notre attention s'est concentrée sur la beauté des plantes. Mais il y a quelque chose de plus vital que leur beauté. Les plantes fabriquent indirectement ou directement tout ce que nous mangeons. Lorsque les feuilles sont exposées au soleil, le processus mystérieux et merveilleux de la photosynthèse se réalise. Ce processus est probablement le plus fondamental et le plus vital du monde. Sans ces merveilleuses fabriques à nourriture, la vie n'existerait pas sur notre planète. Mais examinons de plus près les minuscules cellules de la feuille et regardons cette véritable fabrique en action. Il faut un microscope très puissant pour étudier cette fonction vitale. Un petit morceau de feuille est placé sous le microscope. Ainsi, nous pouvons regarder directement à l'intérieur des cellules et voir les grains de chlorophylle ou chloroplaste y circulant sans arrêt et en rond. Sous l'action du soleil, par le processus de la photosynthèse, la plante absorbe le carbone de l'oxyde de carbone de l'air, ainsi que l'hydrogène de l'eau du sol. Puis les mélange en un hydrate de carbone avec des protéines et d'autres éléments nutritifs. Et ceci d'une façon que l'homme n'a jamais pu expliquer parfaitement et qu'il ne pourra probablement jamais imiter. La photosynthèse est certainement vitale pour nous. Mais il n'y aurait pas de photosynthèse du tout, ni de nourriture, ni de vie sur cette terre, si la pollinisation n'existait pas. Avec le réveil de la vie au printemps, le paysage est envahi de couleurs. Mais cette beauté n'est pas là seulement pour notre plaisir. Il y a quelque chose de plus vital qui est en jeu. La couleur a pour but d'attirer les insectes, et le nectar ajoute à l'attrait visuel un goût qui pour eux est délicieux. Mais voyons pourquoi la fleur a besoin de l'insecte. Le pistil, situé à l'extrémité de ses minces filaments, produit le pollen. Ces graines jaunes minuscules doivent être transportées sur la surface tachée d'un bouton voisin. Sans ce processus, on aurait des boutons, mais pas de fruits sur nos arbres. Pas de fruits, donc pas de semences. Et plus tard, pas d'arbres. L'insecte se pose sur les fleurs à la recherche du nectar et les petits poils de ses pattes et de son corps emportent le pollen. Celui-ci est transporté à la surface collante et tachetée d'une fleur du voisinage. Là, ces minuscules graines de pollen germent. Une caméra microphotographique au ralenti nous permet d'être témoins de ce processus extraordinaire de la germination. Certains insectes jouent un rôle important dans ce processus fondamental, mais je crains que la plupart d'entre vous préféreraient être débarrassés de tant d'insectes qui infestent votre jardin. Nous nous plaignons beaucoup de ces individus désagréables à l'appétit apparemment sans limite. Examinons la vie d'une de ces chenilles. L'anis à queue d'aronde. Lorsque les jours de la larve tirent à leur fin, elle commence une étonnante série de préparatifs pour l'événement suivant de sa vie. La filature de son cocon de soie est une étape importante de ce processus.
Après avoir fermement ancré les extrémités du fil de soie au bon endroit, elle tisse fil sur fil de façon à former un solide cordon. Quand c'est fini, elle fait une belle gymnastique et plonge sa tête au travers de la boucle. Aussitôt que la boucle est placée à l'endroit voulu, elle se suspend tranquillement pour 2 jours. Pendant cette période, les pseudopodes, organes en forme de pattes situés le long de la surface inférieure de son corps, disparaissent mystérieusement. Après cet intermède de repos, le corps de la chenille est pris de violentes convulsions. Puis commence une série de contractions musculaires. Nous savons tous que la chenille devient une chrysalide, puis un papillon. Mais rares sont ceux qui ont été réellement témoins de cette transformation. Ceci n'est pas un ralenti, mais la vitesse réelle à laquelle le changement s'opère. Pendant ces brefs instants, elle abandonne sa peau, ses pattes et tous ses traits extérieurs de chenille, pour surgir à une mystérieuse phase de sa vie appelée chrysalide. Dans un instant, nous approfondirons le mystère de ce changement de couleur. Mais d'abord, revenons brièvement à notre point de départ. Avant que la chenille ne perde sa peau, se suspendre à une brindille lui est relativement facile. Mais quand elle abandonne sa peau, elle réalise une performance qui fait paraître l'homme du trapèze volant comme un amateur. D'abord, elle se suspend à sa peau en la pinçant entre les replis de son corps. Puis elle dégage ce que l'entomologiste nomme le crochet et l'accroche habilement sur la branche. Il semble qu'elle se secoue comme si elle voulait se décrocher elle-même pour en fait se débarrasser simplement de sa peau. Mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Elle s'est attachée de telle façon qu'elle peut soutenir plus de 100 fois le poids de son corps. La clé de ce support, c'est le crochet. Exceptionnel organe à l'extrémité inférieure de son corps. En réalité, il n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle, mais le microscope révèle qu'il est couvert de 140 petits crochets acérés, exactement ce dont elle a besoin. Mais les crochets ne sont que la moitié de l'histoire. Quelques jours auparavant, la chenille a eu la précaution de fixer un cordon de soie très solide, quoique invisible, sur la branche. Et c'est ce cordon qui sert de corde de secours pour le crochet. Pouvez-vous situer la chrysalide sur cette image? Elle est bien cachée, n'est-ce pas? Ce mariage de couleurs dans le paysage n'est pas un hasard. C'est un camouflage délibéré. Les chenilles qui ont formé ces chrysalides étaient toutes du même type. L'anis à queue d'aronde. Alimentées avec la même nourriture, élevées dans les mêmes conditions, il y avait une seule différence. Elles furent placées sur des bâtons de différentes couleurs, un peu avant d'entrer dans leur étape de chrysalide. La chrysalide à peine formée ne ressemble pas tout de suite à ce qui l'entoure. Au début, elle est d'un blanc verdâtre. Presque immédiatement, cependant, il y a un changement de couleur frappant, en parfaite harmonie avec l'entourage. Ce camouflage est la seule protection de l'insecte pendant les quelques 12 semaines où il pend tranquillement en attendant le jour de sa libération. Quand ce jour arrive, l'insecte se secoue violemment un moment. Puis le cocon de la chrysalide s'ouvre. Et il en émerge ensuite un insecte adulte.
le papillon. Évidemment, il ne ressemble pas encore à un papillon, parce que ses ailes ne sont pas déployées. Mais ça ne va pas tarder. Regardez attentivement et vous verrez la chose se produire. De minuscules conduits se remplissent, les uns de sang, d'autres d'air, et d'autres encore avec un liquide qui se durcira bientôt pour donner de la rigidité et de la solidité aux ailes du papillon. Ainsi la chenille paye sa dette envers la société. C'était une vilaine bête nuisible dans le jardin, mais comme papillon, elle va orner le monde de sa beauté et remplir de même une tâche vitale, le transport du pollen de fleur en fleur. La paramécie a toujours été l'exemple classique de la simplicité pour les biologistes. C'est un micro-organisme minuscule, unicellulaire, dont l'étude attentive a révélé qu'il possède un potentiel de vie énorme. Certaines formes, dans des conditions idéales, se reproduisent toutes les 3 heures. Heureusement pour nous, ce processus ne se maintient pas sans interruption. Et la didynium en est une des raisons. Ce petit micro-organisme mange la paramécie. Bien que beaucoup plus petit que ses victimes, il les avale d'un coup. Chaque didynium mange au moins 6 paramécies entières chaque jour. Mais que se passerait-il si la reproduction d'une paramécie n'était pas entravée? Si le processus de reproduction pouvait durer seulement 5 ans, on aurait assez de paramécies pour remplir tout l'espace connu. Pendant de nombreuses années, on nous a dit que les paramécies étaient si simples, qu'elles étaient toutes du même sexe et qu'elles se reproduisaient simplement par division. Mais une découverte récente a bouleversé le monde biologique comme l'aurait fait une bombe atomique. On découvrit que ces minuscules créatures considérées comme très simples étaient à certains égards plus complexes que l'homme lui-même. Celles-ci sont des paramécies bursaria. Leur couleur verte est due à une méthode étonnante de définition des micro-organismes. Il y a à l'intérieur de la paramécie une sorte d'algue microscopique qui change du vert clair au vert foncé selon l'éclairage fourni pour accompagner sa croissance. En utilisant un mince tube de verre, une micropipette, plus ou moins de la taille d'un cheveu, des paramécies d'un sexe sont injectées dans une culture du sexe opposé. Bientôt, après avoir mélangé les cultures, les animaux se rassemblent en petits groupes. D'autres se joignent à ces groupes jusqu'à arriver à être 50 et plus collés ensemble. Après un moment, cependant, ces groupes se dispersent par paires, d'une façon bien définie et prévisible. Chez la plupart des êtres vivants, il n'y a pas plus de 2 sexes. Les paramécies, au contraire, sont multisexuelles. Nous connaissons déjà un grand nombre de leurs différents sexes. À la recherche de la simplicité, le savant a découvert une complexité effarante. Une goutte d'eau? Non. Un monde complexe aussi merveilleux que les galaxies en orbite dans l'espace infini. Tout ceci est bien étrange et merveilleux, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous personnellement? C'est une question importante. Souvent de nos jours, nous entendons dire ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez qui est important. Ce jugement est très cynique, bien sûr, mais en un certain sens, il est tout ce qu'il y a de plus vrai. Car l'homme qui ne connaît pas Dieu vit une existence vide. Un Dieu qui peut créer 1 milliard d'univers, qui les lance dans l'espace et les remplit de tous les miracles de la vie, est un Dieu merveilleux. Quelles sont vos relations avec lui? Ce Dieu merveilleux vous est-il étranger? Si tel est le cas, votre vie est vide et insignifiante, quand bien même elle serait pleine de toute la connaissance et la sagesse du monde.
Certains passent leur vie avec Dieu comme compagnons permanents, comme partenaires en toute aventure. Êtes-vous surpris de la réalité de ces relations? Chacun répondra à cette question selon son expérience. Mais au fait, n'est-ce pas la meilleure réponse? Comment parvenir à cette relation avec Dieu? En tournant une nouvelle page? Décidant d'être meilleur? Je doute que vous fassiez ainsi une expérience plus concluante que la mienne. Il faut une vie nouvelle, et rien d'autre. Nous avons tendance de penser que la création de Dieu a trait seulement à un lointain et obscur passé. Mais le travail créateur de Dieu n'est pas achevé. Il continue aujourd'hui en accomplissant en vous son plus grand miracle créateur. Laissez-moi vous lire un verset de la Bible. Elle nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous offre de créer en nous une vie nouvelle, une vie de paix au lieu du tumulte, une vie de victoire au lieu du péché et de la défaite, une vie de gloire éternelle au lieu de la souffrance éternelle. Et il est assez grand pour réaliser cela, si nous le laissons faire. Les conditions de cet échange entre une âme humaine et le Créateur de l'univers ne sont pas affaires d'opinion, ni de la vôtre, ni de la mienne. Elles sont clairement établies par Dieu lui-même, dans la Bible. Et il est d'une importance capitale que vous et moi en connaissions les termes précis. Puis-je vous faire une suggestion? Prenez votre Bible et lisez le 3e chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Voici l'Évangile selon saint Jean, le 3e chapitre. Il ne vous prendra guère plus de 3 minutes. Mais elles pourraient être pour vous les plus importantes 3 minutes de toute votre vie.